qu'on voudrait rajouter pour cette machine ou pour cette VM, alors avec Cloud Init, on pourra le faire rapidement ou bien au premier démarrage de la machine. Donc, c'est quoi le contexte de notre projet ou bien dans quel cadre notre projet s'inscrit? Donc, notre projet s'inscrit dans un contexte assez clair. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une multiplication des environnements. Donc, la demande était sans cesse croissante au niveau des data centers. Tiens, on a des nouvelles équipes ou de nouveaux projets, on a besoin de nouvelles machines virtuelles dans tel environnement, mais le faire manuellement, ça devenait rapidement fastidieux. Donc, et il y avait un besoin où il faut desservir rapidement les équipes. Pourquoi? Parce que derrière, il faut toujours gagner. Il faut rapidement avoir son MVP. Donc, il faut rapidement avoir produit la ressource pour le time to market. Donc, et d'une part, il fallait utiliser efficacement les ressources. Donc, lorsqu'on passe par des hyperviseurs, lorsqu'on utilise des hyperviseurs, le but, c'est d'avoir une machine assez solide qui va prendre moins de place et qui va nous permettre de faire tourner plusieurs applications, bien plusieurs autres machines rapidement. Donc, ça permet d'optimiser les ressources ici d'une certaine manière. Et l'idée de notre contexte s'écrit encore dans le sens où il fallait posséder une infrastructure, posséder une infrastructure avec une configuration manuelle est source d'erreur. Donc, on se rend compte que si pour chaque demande de création de machine virtuelle, bien de livraison d'une machine virtuelle, il faut la faire à la main, il est possible que l'utilisateur derrière se loupe quelque part dans la procédure. Donc, était soucieux de lenteur parce que si on a 100 VM approvisionner, ça devient tout de suite une galère. Et enfin, on s'est rendu compte que lorsqu'on allait atteindre les ressources de production, et il fallait pouvoir définir ou mettre sur pied des plans de continuité d'activité ou les plans de reprise d'activité, ça devenait tout de suite très compliqué. Donc, du coup, il fallait penser à une solution. Les questions qui se posaient, c'était donc comment garantir la reproductibilité. Donc, on a un environnement ou une VM qu'on a mis sur pied, comment la produire rapidement, efficacement pour d'autres quantités. Comment industrialiser ce déploiement d'infrastructures virtuelles? Donc, industrialiser dans le sens où on a une instance, c'est bon, mais comment faire si je vais déployer rapidement 10, 15 instances? Ou bien comment je peux faire pour détruire rapidement 15 instances? Comment documenter l'infrastructure comme du code? Parce que vu que c'est comme du code, ça veut dire que si on veut reproduire notre environnement, c'est assez simple ou bien c'est assez évident par rapport à un process où il faut suivre des manips pour faire des installations à la main. Et comment versionner tout ça? Versionner dans le sens où on peut avoir une V1 de notre infrastructure. Plus tard, on fait des ajouts, des ajouts, ça peut être des ajouts quant peut-être à la RAM, quant au CPU, quant peut-être au système d'exploitation en lui-même, parce qu'on peut avoir des Ubuntu 22, des Ubuntu 24, toutes les distributions, même Windows qui nous passent par la tête. Enfin, comment éviter les dérives de configuration? Donc, il se posait donc réellement un problème de gestion efficace de notre système d'information. Donc, à ce sens-là, on a fait une étude de tous les outils du marché déjà qui existaient, dont notamment Nutanix, Proxmox, VMware et Hyper-V. Donc, dans notre info, on s'est rendu compte que pour les différentes solutions et en fonction de notre besoin, le modèle qui calait le mieux à tout ce que nous on recherchait, c'était principalement Proxmox. Proxmox, pourquoi? Parce qu'il a une interface web qui est assez intuitive. Le modèle de backup, il est assez simple à mettre en œuvre et surtout le coût, parce que le coût, pourquoi? Parce qu'il demeure très économique vu que nous, dans notre cadre, on n'a pas forcément besoin de payer pour avoir du support. Donc, avec ces modèles, donc, avec ces différents modèles ou bien ces différents types d'hyperviseurs bare métal, donc, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va gagner rapidement sur la standardisation de nos environnements, c'est un gain en temps lors du provisioning ou lors de la création des ressources. Et ici, on va drastiquement réduire les erreurs humaines. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur cette partie-là. Oui, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? N'hésitez pas, vous pouvez lever la main si vous avez des questions. OK, s'il n'y a pas, on va continuer. Donc, maintenant, parlons des outils du marché que nous avons utilisés. Donc, l'outil principal ici qui va nous permettre de builder ou bien de créer notre image. Notre image en ce sens, ou bien notre template. Ou encore un clone propre d'une VM que nous allons installer. Longpacker. Longpacker, c'est un outil mis sur pied par l'entreprise HashiCorp qui est très, très utilisé, ou bien la demande ne cesse de croître, qui va nous permettre de créer des images reproductibles. Reproductibles dans le sens où, ici, on va parler d'idempotence de notre outil. Pourquoi?
à chaque fois qu'on va maintenir le même code, on aura la sortie, on aura une sortie identique. Donc, si je dis, je crée moi une VM ou bien une image de Ubuntu 24, je vais remplir les paramètres et les paramètres demeurent tels quels. À chaque fois, j'aurai exactement le même résultat ou la même sortie. Donc, l'autre, ce qui nous a encore aussi poussé à utiliser Packer, déjà, c'est le support. Le support de nombreux builders. Ce qu'on va appeler builder ici, c'est vraiment c'est vraiment une sorte de binaire ou bien une sorte de composant pour les différents providers. Les providers ici, ça peut être GCP, Google Cloud Platform, ça peut être Azure, ça peut être encore AWS, ou maintenant, ça peut être nos différentes solutions bare metal pour nos hyperviseurs privés, pour notre cloud privé, donc notamment Proxmox. Ça peut être encore, ça peut être encore VMware ou ça peut être encore tout simplement Nutanix. Donc, ça fait partie des différents builders que Packer prend en compte. Et par la suite, ce qui est l'avantage qu'il offre, c'est que comme il s'intègre parfaitement à Terraform, il va nous permettre de générer des templates qui sont prêts à l'usage rapidement pour celui-ci. Donc, parlons maintenant de Terraform. Donc, Terraform, je ne sais plus s'il faut toujours le présenter, mais je dirais que c'est un outil aujourd'hui qui est devenu fermé maintenant, un peu comme Packer, vu que tous dépendent de la même société HashiCorp, qui nous permet de faire d'infrastructures as code. Donc, dans l'infrastructure as code, c'est que j'ai besoin de créer une ressource ou une VM. Je vais plus me taper, je vais plus passer le temps à aller sur le cloud provider, essayer depuis l'interface graphique, essayer de faire la demande, cliquer suivant, choisir certains paramètres. Non, aujourd'hui, je peux le faire directement via le code. Donc, en ce sens, il va nous permettre donc de déployer des VM Proxmox à partir de templates créés par Packer. Donc, ici, sa flexibilité, c'est qu'il va nous permettre de créer plusieurs instances à la volée très rapidement. Et enfin, la gestion du cycle de vie complet de la VM. Donc, quand on va parler ici de la gestion du cycle de vie de la VM, c'est qu'avec Proxmox, avec Terraform, il sera possible pour nous de définir ou de rajouter des snapshots. Il sera possible pour nous de créer la VM, il sera possible pour nous de détruire la VM, il sera possible de faire une mise à jour de la VM. Donc, imaginons si on a besoin de rajouter un nouveau disque à la VM, depuis le code de Terraform qui nous a permis de créer la VM, on va rajouter une instruction ou on va rajouter des lignes de commande qui vont permettre de rattacher ou de créer un nouveau disque et de rattacher ce nouveau disque à la VM. Donc, l'avantage de tout ça, c'est quoi? C'est l'automatisation de bout en bout. Donc, tout ça, plus tard, ça peut être mis dans une chaîne d'intégration déploiement continu où à chaque fois, lorsqu'on va faire de l'ajout, notre application va rapidement se déployer. Donc, ça permet aussi d'avoir une reproductibilité totale de notre environnement. Donc, si on a fait un code en environnement de dev et qu'on veut avoir la même chose en environnement de staging, c'est assez simple. Il suffira juste de préciser l'environnement, de lancer le déploiement et on aura un résultat vraiment identique au précédent. Et enfin, comme bien dit, l'intégration CICD possible. Donc, tout simplement, c'est genre peut-être sur notre GitLab ou sur notre Bitbucket ou encore à travers des outils comme Jenkins, on peut mettre des hôtes de comics où lorsqu'on va faire des modifications sur notre infrastructure, on va pousser, la pipeline va s'exécuter, les builds seront faits et ensuite notre environnement sera déployé. OK. Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, Franck? Bonjour à tout le monde. Merci déjà pour cette première partie. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une customisation d'une image? Déjà, est-ce qu'on peut utiliser ça dans ce genre de besoin? C'est-à-dire, il y a une image que j'ai besoin d'installer dans toutes les machines de mon entreprise et je souhaiterais installer certains outils dans cette image pour customiser cette image propre à l'entreprise et pouvoir les installer sur les différents PC de nos utilisateurs. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour ça? Packer peut être utilisé ici dans le cadre de la customisation où on va rajouter des packages spécifiques lors de la création de notre template ou de notre image. Donc, en gros, c'est qu'on peut récupérer un OS standard. Disons, par exemple, si c'est du Ubuntu qui doit être déployé, on peut récupérer un Ubuntu standard. Maintenant, greffer d'autres applications. Disons, par exemple, on veut que toutes les machines possèdent directement un cible, donc sans toutefois faire d'installation, ou bien peut-être
un affichage différent. Ça peut être directement rajouté dans notre image ou dans notre template. Ah, Comme ça, d'accord. plus tard, maintenant, dans les déploiements, cette image-là sera directement utilisée et on n'a plus besoin vraiment de repartir à la fin de l'installation, venir faire des clics pour pouvoir avoir un résultat. Merci. OK. Pour planter un peu le décor, bon, concernant le thème en question dans son ensemble, ce qui fait généralement côté entreprise, ou en fait, du moins, sans toute facilité, donc ce qui se faisait, c'est que chaque fois, c'était assez lourd de pouvoir toujours, je le rappelle ici pour mieux faire comprendre tout le monde, ce qui se faisait chaque fois côté admin, si c'était toujours générer des VM à la main, donc du coup, générer des VM, écrire des scripts pour pouvoir, ou bien du moins faire exécuter des commandes manuellement pour pouvoir mettre en place un certain nombre de configurations. Par exemple, pour pouvoir mettre en place la supervision, donc installer manuellement les outils, par exemple, comme notre export, ça c'est un exemple, et aussi tout ce qui va avec, et aussi les exigences de sécurité. Il fallait à chaque fois faire du randonnée à la main, récupérer le résultat du randonnée, avoir l'équipe de sécurité valide avant de pouvoir maintenant générer. C'était vraiment assez fastidieux. Donc, vous voyez, donc après, comme l'a dit Suzanne, grâce à ce thème, donc, il montre comment on pourra aller plus vite et pour gagner en temps. Voilà. OK, merci. Je ne sais pas s'il y a toujours des questions ou bien il y a plus de questions. Les questions posées là, hein, ça peut être depuis, il n'y a pas de compréhension sur ce qu'on est en train de dire. Ce sera l'occasion de réexpliquer. Donc, en gros, comme je disais, c'est quoi le workflow avec Packer? Ce qu'il va faire, c'est qu'on va définir un fichier JSON ou un HL de configuration. Donc, généralement, pour moi, c'est du HL. Donc, HL pour Archicop, code language, un truc du genre. Archicop language principalement. Et ensuite, on va lancer la construction de l'image. La construction de l'image, ici, c'est genre, on va déjà vérifier que notre configuration, elle est parfaite. Une fois que la configuration est validée, on va initialiser tous les builds qui doivent être utilisés. Les builds ici, c'est vraiment des composants propres au provider qui sera utilisé qui sont utilisés pour l'image. Et enfin, on va passer à la création de notre image, de notre VM. Donc, en gros, Packer, il va créer la VM, il va installer l'OS, il va appliquer des scripts, puis il va convertir cet OS maintenant en template. Donc, en gros, c'est comme si vous allez depuis votre hyperviseur, vous allez lancer l'installation d'un système d'exploitation. Une fois que vous avez fini l'installation de ce système d'exploitation, vous faites peut-être un clic droit, vous faites convertir cette machine virtuelle en template. C'est à peu près ce qu'il fait. Donc, ici, on a un modèle, on a un exemple de configuration de Packer. Donc, ici, on a précisé la source. La source, ici, dans notre cas, on a dit c'est du Postmox. Et en termes d'OS, nous, on a dit, en ISO file, on a précisé, on a fixé un Debian. On a donné l'ID de notre VM. On a donné le node. Le node, ici, c'est l'hyperviseur sur lequel il sera déployé. Donc, dans ce cas, par exemple, dans cet exemple, c'est PV1. Et dans le build, on a précisé la source que nous, on souhaite avoir. La source, ça vient du source Postmox Debian. Donc, ça, on va représenter, on va en parler lorsqu'on va présenter exactement ce que nous, on a fait à notre niveau. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va passer aux différentes commandes de backup. Donc, la commande, elle est sortie. Donc, dans un premier temps, pour nous, lorsqu'on aura notre fichier HL, ce qu'on va faire, c'est on va initialiser notre configuration avec Packer init, le nom de notre fichier. Une fois qu'on aura initialisé, récupéré toutes les dépendances, on va passer à la validation. Donc, pour essayer de regarder et de checker si la syntaxe de notre fichier de configuration est parfaite. Donc, si c'est le cas, en sortie, on a directement le rendu. Donc, des configurations is valide. Donc, là, il nous stipule que tout est OK, tout se passe bien. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le build maintenant, donc en error axe. Donc ici, en error axe, c'est juste pour dire que lorsqu'il y aura une erreur, que Packer nous informe de l'action à faire. Est-ce qu'il faudra recommencer? Est-ce qu'il faudra continuer? Est-ce qu'il faudra stopper? Donc,
Soit on peut décider de ne pas mettre cette fonction-là et s'il y a une erreur, il s'arrête complètement. Donc, dans ce cas, on va faire du packer build Ubuntu 22-04 pour pouvoir construire notre image. Donc, ça, c'est par exemple une sortie aussi de construction de l'image. Donc, ce qu'il va faire, ce qu'il va essayer de checker l'existence de l'artefact. Ensuite, il va créer notre VM. Il va starter la VM. Il va essayer de se connecter au serveur sur le port 8468 et il va attendre quelques secondes. Dès que c'est bon, il va essayer de se connecter à SSH. Dès qu'il a la connexion à SSH, il va faire le provisioning shell des commandes qu'on a définies sur Packer. Et dès que c'est bon, il crée notre template. Après, il arrête la VM. Dès qu'il a arrêté la VM, il a converti notre template. Il a ajouté la configuration Cloud Init. Et enfin, après quand on ajoute la configuration Cloud Init, il libère et la VM est complètement détruite. Donc, c'est à peu près ça le process que nous, on va essayer de reproduire. Donc, Terraform, comme je dis, outil d'infrastructure as code, on ne le présente plus trop, mais qui va nous permettre de gérer le cycle de vie complet de notre VM. Non, en gros, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre de créer directement notre instance ou bien de créer notre machine virtuelle en prenant en compte l'image qui a été créée précédemment avec Packer. Donc, on aura le nom qu'on va affecter à notre machine virtuelle. Le clone ici, on va préciser le template, toujours on va préciser l'image que l'on veut utiliser. Ensuite, on va donner les specs maintenant de notre machine virtuelle. Les specs ici, c'est quoi? C'est le nombre de processeurs, le nombre de RAM avant de lancer la création. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Top. Donc là, on va passer aux différentes étapes. Dans le workflow complet, on consiste à quoi? L'étape 1, c'est construire le template avec Packer. Une minute suivante, il y a Christus qui a une question, qui a levé la main. Oui, la question, c'est sur les étapes de Packer. À un moment donné, il se connecte. En fait, il fait une install provisoire. Où est-ce qu'il installe le système? Et après, il essaie de se connecter. Dans la configuration, je n'ai pas vu où on lui passait les credentials pour la connexion. Comment il fait pour savoir avec quel credential il doit se connecter? OK, donc pour l'instant, ici, ce que j'ai fait, j'ai juste présenté les étapes. Ouais. Je n'ai pas encore présenté le code. Donc, présenter le code, c'est comment il se connecte. Okay, ça, c'est défini dans notre fichier de configuration. OK, ça marche. Donc, maintenant, ensuite, la personnalisation avec les ajouts de conf. Ça aussi, je n'ai pas encore présenté, mais tout à l'heure, quand on va passer vraiment à la démo, je vais présenter un peu la structure du code. Je vais expliquer chaque ligne ou bien expliquer chaque option qui a été utilisée. Top, merci. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va continuer. Donc, ensuite, on va publier le template dans Postnox. Donc, publier le template, c'est le rendre disponible, le rendre accessible pour pouvoir créer facilement nos VM. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Terraform va lire le template parce que également on va fournir dans notre script Terraform, on va leur fournir des éléments pour pouvoir se connecter à Postnox et pour pouvoir exécuter des actions. Donc, une fois que Terraform aura accès à notre Postnox, il pourra donc lancer les instructions pour créer la VM en se servant du template. Et à la fin, on va parler plus de la gestion du cycle de vie via Terraform. Dans la gestion du cycle de vie, c'est quoi? C'est peut-être détruire la VM, comme j'expliquais tout à l'heure, rajouter des éléments de création de nouveaux disques, de faire de la mise à jour. Ça peut être même sur des tas de propres à notre VM. Donc, c'est bon. Donc, le workflow complet, il va nous donner ça. Donc, lorsqu'on a notre client avec le binaire Packer installé, parce que c'est, pour moi, j'utilise généralement sur un binaire où on peut passer par du apt-get pour installer Packer. Donc, on aura nos différents fichiers variables. Donc, on aura notre fichier packer.hl qui va posséder toutes nos configurations avec le système d'exploitation à déployer. Et dans le répertoire HTTP, on a un élément particulier qui est user data. User data ici, lui, il va posséder toutes les configurations Cloud Init qui vont nous permettre ici soit de personnaliser notre image, soit de rajouter des installations du type VM agent.
Donc, VM Agent, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir nous connecter après à la VM facilement. Donc, si cet agent n'est pas présent, on ne pourra pas accéder à la VM, tout simplement. Et ce qu'on va aussi faire dans une autre phase, c'est pouvoir diffuser notre clé pour pouvoir prendre la main en SSH sur notre Postmox. Donc, à noter que sur notre Postmox ou notre serveur Postmox, on a un ISO. L'ISO est déjà déposé ou bien l'ISO du système d'exploitation est déjà déposé. Et par la suite, on va se servir juste de cet ISO-là pour pouvoir réaliser notre installation et créer notre template. Donc, en gros, Parker, qu'est-ce qu'il fait avec nos fichiers? Il va interroger, il va essayer de se connecter à Postmox. Il va dire à Postmox, tiens, je veux que tu essayes de me créer déjà dans un premier temps une VM. Tout simple. Postmox va dire, est-ce que je possède l'ISO? Oui, j'ai l'ISO. Donc, il va aller récupérer l'ISO dans son data store. Une fois qu'il a l'ISO, il va lancer l'installation. Pendant l'installation, alors, on lui dit, tu vas personnaliser nos informations, bien tu vas personnaliser notre VM avec certains éléments qui sont stockés dans le HTTP user data qui sera fourni par l'utilisateur. Donc, nous, avec Packer, qui sont les utilisateurs, on va fournir ces éléments-là. Une fois, il va faire la moulinette, faire l'installation, faire le redémarrage, faire toutes les personnalisations qu'il faut. Dès que c'est bon, il nous rend la VM. Et ce qu'il va faire, c'est qu'une fois qu'il a rendu la VM, il va stopper la VM. Et une fois que la VM est stoppée, avant de stopper la VM, on va pousser notre clé SSH. Et une fois que c'est fait, on peut arrêter la VM et créer notre template. C'est bon? Oui, Deliniel, il a levé la main. Oui, bonjour encore à tous. En fait, j'ai une question, Suzanne. Vas-y. Où est-ce que ça s'installe? Est-ce que ça s'installe sur ton Postmos ou bien tu as un serveur dédié où tu installes pas quelle architecture? À quel niveau est-ce que tu installes vraiment l'outil Packer? Est-ce D'accord. qu'il a une version serveur et une version client? Packer, vraiment, ici, c'est un binaire vraiment partie client parce que le serveur, la partie serveur pour Packer, ici, c'est quoi? C'est nos différents providers. Donc, ça peut être ça peut être Postmox, ça peut être GCP, ça peut être Azure. Mais il va s'installer sur le client. Il y a deux manières d'installer notre client Packer, ou bien notre outil Packer. Bon, je vais plus parler d'outils ici. Notre outil Packer, pourquoi? Parce que soit on va passer par des commandes du style apt-get update après avoir spécifié la source HashiCorp dans notre fichier apt-config, apt-source autant pour moi. Ou alors, ce qu'on fait, ou bien ce que j'ai généralement tendance à faire, c'est aller récupérer le binaire directement Packer et faire l'installation. Donc, est-ce que je peux présenter ça? Juste une minute. OK. Là, ici. Si vous voyez ou pas. Donc, en gros, il y a plusieurs manières de récupérer. Voilà comme un binaire, voilà comme une solution cliente. Donc, il va juste nous permettre de récupérer notre binaire. Bon, maintenant, on a plusieurs process d'installation en fonction du type d'outil qu'on a. Si on est sur du Windows, on peut venir là, on récupère directement le binaire, par exemple. Donc, si je suis en AMD 64, je vais récupérer ça. Pareil sur... Ok, je vois. C'est un peu comme on installe peut-être Terraform sur une machine. Exactement. Donc, c'est un outil vraiment comme Terraform. C'est vraiment la même chose. Merci. C'est bon. Donc, vraiment, sur notre serveur ou bien sur notre Postmox ou notre hyperviseur distant, on n'a pas besoin d'installer un élément spécifique. Donc, sur le workflow Terraform, lui, il est un peu plus vaste. Il est un peu plus vaste, pourquoi? Parce qu'on a déjà souvent plein de fichiers. Bon, dans le cas de notre démo, j'ai fait simple, j'ai regroupé tous en un seul fichier. Donc, le client aussi, pareil, il faut toujours installer le client ou bien le binaire Terraform. Donc, on a toujours le même procédé, soit passer par des commandes apt-get en spécifiant la source, soit tout simplement récupérer le binaire et déposer. Donc, en récupérant le binaire, souvent, c'est quand on peut aussi versionner ce que nous on fait, versionner dans le sens où si on a produit un environnement, disons, avec Terraform 1.2, plus tard, si on n'a pas fait de mise à jour sur notre infra, et disons, après 5 ans, on veut toucher notre infra, si on n'a pas essayé de jouer avec, on va lancer les mêmes commandes, il va nous dire, Terraform va nous dire, il n'arrive pas à interpréter ça. Or, lorsque c'est versionné ou lorsque j'ai mes binaires versionnés, à chaque fois, pour moi, lorsque je vais venir essayer de jouer, je sais avec quelle version de Terraform j'ai créé mon environnement. Donc maintenant, soit je recrée l'environnement, soit je peux faire directement un upgrade de mon code Terraform.
Donc, ici, ce qu'on va donc faire, c'est que via Terraform, on va toujours essayer de se connecter à notre serveur, à notre hyperviseur Proxmox. On va lancer donc la création de notre VM. Lors du démarrage de notre VM, maintenant avec l'image qui va bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer les paramètres Cloud Init. Donc, il va récupérer les paramètres Cloud Init, il va essayer d'injecter ça à la VM. Une fois que ces paramètres sont injectés à la VM va essayer de faire réaliser toute l'installation qu'il faut. Et lorsque toute l'installation est terminée, en récupérant aussi le template, on a notre VM qui est full fonctionnel. Donc, en gros, les étapes 1, 2, 3, les étapes 1, 2, pour moi, sont des étapes qui sont complètement liées. Donc, c'est ici, c'est la connexion directement à notre Proxmox. Ensuite, ce qu'on a, c'est la réalisation du clone étape 3, qui sera la récupération, bien le clone du template ou de l'image qui existe déjà sur Proxmox. Une fois qu'on a cloné cette image, ce qu'on va faire, on va pousser également Cloud Init. Cloud Init qui est notre configuration de base pour dire, à chaque fois qu'on va installer une VM, personnalise, rajoute ceci, rajoute cela. Et enfin, en cas, lorsqu'il a fait l'injection, il va attacher un nouveau disque à notre VM ou il va attacher un disque à notre VM pour se récupérer notre clé personnalisée. Et dès que tout ceci est fait, pour nous, c'est bon, on a notre VM qui est full fonctionnel. Donc, passons maintenant à un diagramme plus complet. Donc, le user, qu'est-ce qu'il fait? Avec Packer, dans un premier temps, il dit, bon, j'ai mon ISO que j'ai déjà posé sur Proxmox. Qu'est-ce que je veux? Je vais créer un template de VM. Donc, quand il dit ça, il va faire la requête auprès de Packer. Packer dit, OK, je vais créer une VM template en utilisant cet ISO. Proxmox va lui répondre, OK, tu as tous les éléments qu'il faut, donc c'est-à-dire les credentials pour te connecter, oui. Est-ce que l'ISO est chargé ou bien est-ce que l'ISO est présente déjà à mon niveau? Oui. Dès que c'est bon, est-ce que ta configuration que tu as faite est parfaite? Oui. Alors, maintenant, on va créer notre template. Donc, une fois maintenant qu'on a notre template, on va dire, à partir de ce template, tu veux bien créer une VM ou bien créer une machine virtuelle. Alors, l'utilisateur va encore faire une requête via directement maintenant son code Terraform. Il va dire, bon, je t'ai fourni un code de Cloud Init pour pouvoir personnaliser ma configuration, ou bien pour pouvoir personnaliser cette VM. Alors, l'autre va dire, OK, bon, j'ai vu le Cloud Init que tu as fourni. Maintenant, en termes de VM ou bien en termes d'image, je ne vais pas travailler avec l'ISO cette fois-ci. Je vais travailler plutôt avec le clone de la VM que tu as réalisé depuis le template. Donc, il va aller cloner le template. Et une fois qu'il a cloné le template, ce qu'il va faire, il va créer la VM. Dès qu'il finit, il va retourner à Proxmox. Donc, ici, la VM a été provisionnée. Et Proxmox va retourner dès qu'il va finir ses configurations, on dit que la VM est prête. Et dès que la VM est prête, on a le retour côté utilisateur pour dire le déploiement a été parfaitement exécuté. Donc, tout ça mis de bout à bout, ça nous donne quoi? Ça nous donne ceci. Ça nous donne ceci. Donc, vous me dites si vous voyez mon écran ou si vous ne voyez pas. Donc là, je suis Terraform, je vais sortir, je vais aller dans l'espace Packer déjà pour présenter le code. Donc, ici, j'ai mes configurations que j'ai mis pour Ubuntu 22.04 et pour Ubuntu 24.04. Donc, ouvrons déjà la configuration que l'on a faite pour Ubuntu 22.04. Qu'on a fait pour Ubuntu 22.04. OK. Donc, ici, comme j'ai dit, lorsque je travaille toujours dans un premier temps, dans une phase de test, je vais dire, j'ai tendance déjà dans un premier temps à mettre les valeurs telles quelles avant de penser à la sécurité plus tard. Donc, pour moi, c'est on réalise. Dès qu'on a fini de réaliser, on va maintenant comment rajouter des éléments de sécurité ou bien d'optimiser. Comme ça permet de faire un débugage très rapidement. Donc, ici, au niveau déjà du plugin qui va nous permettre de créer ou bien de réaliser notre image, on est passé on allait récupérer le binaire ou bien les différentes sources que HashiCorp met à notre disposition pour Proxmox, donc d'où ce lien GitHub HashiCorp Proxmox. Donc, pour pouvoir se connecter par la suite maintenant à notre Proxmox, on a défini l'URL API de JSON. Ensuite, on a défini le node sur lequel on se connecte. On a créé un utilisateur spécifique avec un token qui permet de se connecter à notre environnement. Alors, où est-ce qu'il est? Donc, si je partage également ça, on va venir sur mon code. Donc, si je partage, j'ai ça de base. Donc, voici mon data center.
Voici mon data center. Pour l'instant, j'ai un cluster, un seul nœud. J'ai un cluster, un seul nœud. Si mon cluster a un seul nœud, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu là et j'ai défini mon utilisateur. J'ai défini mon utilisateur. Mon utilisateur ici que j'ai appelé Packer. Donc, et à qui j'ai donné certains privilèges. Un utilisateur Packer PVE. Et là, par la suite, j'ai défini des rôles qui sont propres à mon Packer. Donc, une fois que j'ai défini des règles propres à mon Packer, je suis venu définir aussi ici le token qui me permet de se connecter. Bon, le token, pour l'instant, il est disponible une seule fois à la création. Donc, si j'essaie de créer peut-être un nouveau, disons, si je fais un test là, je choisis par exemple, disons, si je fais ça, test, et puis ça. Vous voyez, là, il m'a fourni un token et un secret. Donc, c'est ça qui est utilisé dans notre code, comme vous l'avez vu, c'est ces éléments-là qui sont utilisés pour pouvoir se connecter à notre code, comme vous l'avez vu précédemment. Cette partie, c'est bon. Cette partie, c'est bon, c'est présenté. Donc, là, on a défini le nom que va porter notre template et le nom que va porter la VM à sa création. Donc, le template à sa création, vu que c'est d'abord une VM avant de devenir template. Donc là, on va définir le nom qu'elle va porter. On va définir une description dessus. Donc, pour dire ici, dans notre cas, c'est du Ubuntu 22.04 avec un timestamp qui sera généré. On va définir l'ID de la VM. Donc, si on repart encore sur notre outil, pour présenter déjà ce que nous, on a eu à créer précédemment, par exemple, là, pour Ubuntu 22, il porte l'ID 11.01. Et ensuite, on a créé un autre pour Ubuntu 24 qui porte l'ID 11.02. Simplement. C'est parti. Là, on a défini un pool. Le pool ici, c'est la ressource, c'est le dossier ou bien le répertoire dans lequel on va contenir tous nos différents templates là. Donc, il est appelé là, ici, on a un truc qui s'appelle template. Et là, il va posséder nos différentes versions. Là, il va pouvoir posséder notre template. Donc, 11.01 pour Ubuntu 22.04 et ensuite 11.02 pour Ubuntu 24.04. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a créés précédemment. Donc là, on va essayer de jouer ou bien en créer une nouvelle. Ici, l'ISO, on précise où on va chercher l'ISO parce que l'ISO, c'est un élément qu'on a déjà chargé sur Postmox. C'est comment charger l'ISO? Comment charger l'ISO? C'est que si notre Postmox a accès à Internet, c'est quelque chose qui devient assez simple. Donc, assez simple dans la mesure où on va aller là. On va aller sur nos différentes ressources. Si je viens là, ici, à Data Center. Si je viens à Data Center là, je vais remonter sur le échange, je vais sur Storage. Si je définis déjà mes templates. Là, donc là, je vais venir à local PVE, je viens sur l'ISO. Voici mes ISO que j'ai déjà chargés. Donc, si je veux charger un nouvel ISO, c'est facile de le faire from URL. Donc ici, disons, c'est peut-être du Ubuntu ou du Debian que je vais récupérer là maintenant par la suite. Donc, j'ai qu'à venir là et Debian 13 ISO. Voilà. Donc, forcément, je serai dirigé vers le truc, vers la page de Debian. Je m'en fous de récupérer tous les autres. Tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment les autres. Donc, ici, je peux récupérer ce nom-ci. N'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. Donc, si je fais ça, query, là, il a détecté déjà que, par exemple, c'est du Debian 13 que je veux récupérer tout simplement. Donc, ça, je peux faire maintenant, cliquer sur Download et là, il va essayer de me récupérer Debian en version 13.3. Donc, c'est ce qui a été fait pour les autres. Ça aussi, ça peut être automatisé toujours via Terraform. Donc, pour l'instant, je n'ai pas voulu pousser la chose loin, mais même avec Terraform, on peut se connecter, on peut charger ces ISO-là. OK. Donc, pour moi, si c'est bon pour la partie code déjà ici, on a défini la méthode de connexion, on a défini comment on allait récupérer l'ISO. Plus tard ici, on a défini le boot command. Le boot command, ça, c'est des options qui sont effectuées au démarrage de notre VM. Donc, on va faire échappe directement lorsqu'on va lancer le boot command. On va attendre quelques secondes. Après, on va appuyer sur C.
Une fois qu'on a fait, on a précisé la commande Linux qu'on a lancée, on a choisi un auto-install. Donc, auto-install, ça veut dire que nous, à notre niveau, on n'aura pas d'action à faire. Le boot wait, il va attendre 10 secondes. Et le storage pool, c'est où est-ce qu'il va aller stocker notre template. Donc, dans notre cas, c'est dans local LVM. Et enfin, on a défini le mode de bridge, vu que pour l'instant, on est sur un petit hyperviseur là, parce que j'ai pris vraiment un truc de base, une petite machine de base sans de grosses ressources. J'ai défini l'interface réseau, donc je reste sur le VMBR0. Le modèle, c'est Virtuo. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est donner les specs de ma machine. Donc, ici, donner le SCI controller, donner le nombre de CPU, le nombre de sockets que je vais utiliser, la mémoire minimale que je vais utiliser, donc 2048 en l'occurrence. Après, définir le mécanisme d'authentification. Pour l'instant, j'ai laissé un simple utilisateur que j'ai appelé Susano avec un mot de passe qui va s'appeler Packer dans un premier temps. Donc ici, Cloud Init, j'ai coché à trou parce que plus tard, on aimerait bien pouvoir pousser des commandes via Cloud Init. Donc, une fois que c'est bon, il va nous dire, il va faire un écho template build successfully. Donc, si c'est bon, je présente maintenant la partie HTTP et ensuite on peut procéder on peut recréer complètement notre VM. Donc, ici, par exemple, là, ce qu'on a fait, ce qu'on a défini directement le partitionnement de notre VM. On a défini l'utilisateur encore avec le mot de passe chiffré. Donc, on a défini le process en auto-install. Donc, une fois que c'est bon, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, vu qu'on ne va pas forcément avoir le nom de l'interface réseau, on se branche sur tout ce qui est UN. Et là, on va pouvoir lire notre bonne interface. Donc, il va faire une détection automatique. Et là, on fait notre partitionnement. Dans notre partitionnement, on définit les sizes qu'on va donner, par exemple, au disque 0, donc 512 mégas. On va définir les autres partitions qui seront utilisées dans notre disque, comme le boot EFI également. Et le reste, tout ce qu'on va faire, c'est que tout le reste sera défini pour la partition route. Donc, si on a des packages supplémentaires installés, on peut les rajouter facilement ici. Donc, ici, j'ai demandé encore à installer Cloud Init pour avoir absolument la dernière version de Cloud Init, par exemple. Donc, on installe NetTools. Donc, si on a un autre outil qui nous vient par la tête qu'on voudrait rajouter parce que peut-être c'est propre à l'entreprise, on peut faire ça là. Donc, disons, par exemple, si un cible est connu, on va rajouter un cible. Pour savoir l'action en cible. Là, on va laisser l'élément standard. Là, on va passer à Yes. Ah bon, là. On me dit, j'ai ouvert le fichier sans toutefois prendre en compte les mécanismes de sécurité qu'il fallait. Là, je dois donner les éléments qui nous permettent d'écrire les configs que je viens de rajouter. Donc, je vais le load. Et là, je fais des points X. OK, là, c'est sauvegarder. Donc, maintenant, si je veux vérifier, si je veux vérifier la validité de mon truc, je vais faire ça. OK, je peux faire ça, valider. Donc, tout à l'heure, je travaillais sur le fichier 22. On va rester sur le 22. Et puis ça. Là, il me dit la configuration est valide. Donc, j'ai plus besoin de faire le init. Pourquoi? Parce que le init a été déjà fait précédemment. Donc, maintenant, ce que je peux faire, je peux passer au build. Pareil, je vais juste rappeler ma commande. Ce sera plus simple pour moi. Ici, je vais faire le build. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, là, il me dit que la VM est déjà présente. Si la VM est déjà présente, c'est parce qu'on a une ID. On va essayer de lancer ceci avec un ID différent. Soit on accepte de détruire. Dans mon cas, pour l'instant, je ne vais pas détruire la VM, je vais juste créer un autre template. Ici, je vais créer un truc 11.105. 105. Donc là, ici, est déjà différent. Ici, je vais préciser. Là, Vas-y. j'aimerais savoir si là, il ne se génère pas, c'est pas, il faut tout le changer à la main ou bien il ne se change pas je veux dire que si c'est génère de manière automatique, quoi. Tu peux changer. Dans mon cas, vu que dans le script, j'ai fixé ça, non, il faut le faire manuellement. Maintenant, pour le faire de manière automatique, ça veut dire qu'il faudra peut-être définir un random ou bien définir un élément d'incrémentation là-dessus. Mais à chaque fois que je l'ai utilisé, généralement pour mes images, c'est vraiment les ID spécifiques pour chaque image. Donc, soit je détruis une image, je la recrée, soit peut-être si je veux juste versionner, je vais venir faire le versionning manuellement. Mais ça aussi change, je crois que ça peut être automatisé ça.
Je ne sais pas si je réponds à ta question. Une fois que c'est bon, on va enregistrer tout ça. Et là, je vais relancer. Donc là, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de créer mon template. Donc, pour avoir le rendu, ou pour avoir une partie du rendu, ce qu'on va faire, on va aller. Alors, Suzanne? Oui. Oui, est-ce que sur ton terminal, tu peux essayer de, en fait, du moins de zoomer un peu? D'accord. Ouais. Donc là, bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai lancé le process un peu pour voir toutes les actions qu'il fait. En général, ça peut prendre 5 à 6 minutes, donc c'est un peu long. Dans le temps de faire ça, je peux rentrer encore dans mon code, présenter s'il y avait des choses à présenter ou bien zoomer s'il y avait des trucs à zoomer. Oui, tu peux zoomer ici. Ouais. C'est bon? Encore? Plus, oui, encore plus. Oui, là, c'est bon, je crois. Donc, comme je disais, le RAP qu'on avait tout à l'heure en fonction de l'ID, il existe déjà une VM avec ce même nom sur notre PVE. Donc, c'était sur un PVE différent, donc un PVE sur un Postnox, sur un Postnox Virtual Environment. C'est pour ça qu'il en a besoin de PVE. S'ils avaient un autre, je pouvais greffer le template plutôt sur cet autre sur cet autre PVE. Donc, là, dans notre cas, on a changé le numéro du PVE. Donc là, il a lancé la création. Et comme je disais, c'est parfois un peu, soit c'est parfois un peu rapide en fonction du type de ressources qu'on a. Bon, moi, derrière, c'est pas une bête de course, c'est vraiment les mini desktop là. C'est vraiment les PC petites mini. Donc, ça fait son lot de chemin. Donc, le temps que ça fasse son installation, pour moi, je propose de passer directement à la partie Terraform. Je ne sais pas si là, on reviendra dessus lorsqu'il aura terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions ou bien s'il y a des suggestions sur les comment cette interface et peut-être évoquer certaines lignes. Sinon, on va rentrer sur cette partie-là. Donc, ici, ce que je vais faire, là, on ne va pas voir. Je vais revenir ici. Et là, je vais présenter ma partie Terraform. Donc, pour l'instant, vu que, comme je dis, je suis toujours en mode démo, je suis toujours en mode POC, ce que je fais, c'est que même le TF-state, je ne le bouge pas. Le TF-state, je le garde en local. Ce que le TF-state autant, Terraform, c'est notre fichier qui va posséder toutes les configurations ou bien l'état de configuration de notre système d'information, de nos ressources que l'on a créées. Donc, avec Terraform, on a généralement, pour moi, 3 grandes entités. Le provider ici chez nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini notre provider Postmox et on s'est basé sur la source BPG. Donc, BPG, j'ai fixé la version ici, certaines tendance à travailler avec des versions plus évoluées. J'ai fixé la 0.42. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines commandes ou bien certains éléments qui marchaient pas parfaitement avec la version récente. Donc, j'ai dû downgrader. Donc, au niveau du provider, le provider, ici, c'est la ressource sur laquelle on veut se connecter en général. Donc, si c'est du GCP, ici, je serai obligé de préciser GCE, donc Google Cloud Environment. Si c'est du Azure, je vais devoir préciser Azure. Sur notre Postmox, vu que dans notre cas, c'est Postmox, qu'il faut pas, il faut préciser le endpoint. Le endpoint ici, c'est l'IP ou bien l'URL de notre Postmox. Ensuite, l'API token. L'API token, c'est l'utilisateur avec le token qui a la capacité à pouvoir attaquer notre serveur Postmox ou bien notre hyperviseur Postmox. Donc, ici, nous, on a créé un utilisateur qui s'appelait Packer et on a créé son API token, on a créé son token. Donc, ici, cette partie-ci, ça va constituer notre token et notre token ID. Et ici, voilà la valeur de notre token ID. Donc, c'est comme une clé utilisateur et mot de passe. Ici, on a précisé insecure true. Pourquoi insecure true? C'est parce que le certificat qui est généralement porté par Postmox n'est pas toujours reconnu de tous, ou bien n'est pas forcément reconnu. Pourquoi? Parce que c'est un truc privé qui a été généré lors de la création de notre hyperviseur Postmox. Donc, on est obligé de passer par là pour dire qu'il va reconnaître automatiquement notre clé. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser l'utilisateur SSH, on va passer le agent à true et préciser le username root. Pourquoi préciser ce username root? Parce que plutôt, ce que j'ai fait, c'est que lorsque je me suis connecté à mon cluster ou à mon nœud Postmox, j'ai fait l'échange de clés.
Donc, j'ai la possibilité de m'authentifier sur mon nœud Postmox maintenant, sans toutefois spécifier le mot de passe. Donc, c'est pour ça ici, je précise directement l'utilisateur pour moi qui a le droit de se connecter à Postmox sans délivrer ou bien sans avoir à entrer manuellement un password. Donc, ça aussi, ça m'évite de définir le mot de passe directement en clair sur mon fichier de configuration. Donc, maintenant, présentons l'élément qui va nous permettre de créer notre machine virtuelle. L'élément qui va nous permettre de créer notre machine virtuelle, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est avoir un user data. Un user data, c'est comme notre fichier Cloud Init ici qui permet derrière de personnaliser ou de rajouter de la personnalisation à notre VM qui sera créée. Dans notre VM qui sera créée dans le sens où on peut rajouter la création d'un utilisateur qui aura plein de privilèges. Donc, dans notre cas, par exemple, ici, Ubuntu. Ici, le log password. Ici, on a mis un force pour l'utilisateur dont il pourra se connecter sans problème. Et enfin, ce qu'on a dit plus tard, qu'on va changer le mot de passe d'Ubuntu, on va l'affecter d'abord un password tout simple. Est-ce qu'il expire? Pour l'instant, il n'expire pas. Et là, voilà comment toute cette configuration sera chargée en user data lab.yaml. Toute cette partie, c'est essentiellement du cloud config, des éléments propres à Cloud Init, cette partie. Oui, Suzanne, tu peux un peu zoomer, s'il te plaît? Ah, ouais. Donc, c'est bon. Donc, mon cloud config, tous les éléments qui sont chargés dans Cloud Init, ils vont commencer là. Dans le host cloud config, il y aura quoi? Il y aura le hostname, il y aura l'utilisateur qui sera créé, il y aura le changement du mot de passe de l'utilisateur. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est que toute cette configuration est chargée d'un fichier qu'on a appelé user data lab1.yaml. Et après, maintenant, au sens Terraform, la partie vraiment nécessaire pour Terraform, ou bien qui est importante pour Terraform, c'est cette partie-ci. Donc, on va définir notre ressource qu'on a appelé exemple VM, le nom, on l'a appelé lab1. Ensuite, la description, on dit c'est provisionné juste via Terraform. On a précisé le PVE, on a précisé l'ID. Et ensuite, on dit que la VM, elle est stoppée lors du destroy, oui, donc gestion de l'alimentation, oui. On a défini le nombre de CPU et le type. Donc, si j'avais une ressource plus grande, je pourrais passer ici à 4 CPU facilement sans problème. Et même en termes de mémoire, on peut passer peut-être à du Calme 92 en fonction des ressources que l'on a à côté hyperviseur. Bon, moi, j'ai juste 8 Go de RAM, donc je ne peux pas me donner le luxe d'aller bien plus haut. Oui, alors Suzanne, il y a une question dans le chat. On dit, une fois que ton template est généré, papa, comment gères-tu les mises à jour de sécurité? Est-ce qu'il faut mieux reconstruire entièrement l'image avec Packer chaque fois? Voilà la question. Merci, ouais, c'est une bonne question, très belle question. Le cycle de génération de fourniture des mises à jour de sécurité sur Ubuntu, par exemple, c'est quoi? C'est tous les 2 semaines. Donc, vu que c'est tous les 2 semaines, ça veut dire qu'on peut décider peut-être toutes les 2 semaines de délivrer ou bien de recréer notre template. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que tous les 2 semaines, on va détruire notre template, on va le recréer. Donc, pourquoi le recréer? Pourquoi? Parce que en le recréant, on pourra passer des commandes du site apt get update, apt get upgrade et récupérer tous les mises à jour de sécurité qui ont été fournies à chaque fois. Parce que quand tu as l'ISO, on a l'ISO une fois, on ne va pas se casser, prendre la tête à recharger chaque fois à l'ISO, non. On fait ce qu'on prend l'ISO dans notre déclaration de Packer. À chaque fois, on va juste récupérer les mises à jour qu'il faut et déployer notre nouvelle image. Ça, c'est plus simple. Et c'est automatisable maintenant via une chaîne CI/CD. Je ne sais pas si je réponds parfaitement à sa question. OK. Donc, maintenant encore la partie propre à Cloud Init, je précise le user data file ID qui sera utilisé, donc notamment ce qu'on a précisé plus haut, donc Postmos Virtual Environment File, user data cloudconfig.id. Donc, user data cloudconfig.id. Donc, ici en haut, qu'est-ce qu'on a mis? On a défini ici user data cloudconfig. Donc, quand on a précisé ID, il va venir récupérer l'ID de cette chaîne qui a été déclarée plus haut. Donc, ça, c'est parfait, c'est OK. Donc, maintenant, quant au cloud qui va réaliser, donc côté IP, moi, je me base sur DHCP, je ne vais pas me prendre la tête. Donc, à chaque fois, je ne fixe pas l'adresse, il va récupérer automatiquement depuis mon VMBR 0.
Et le plus, c'est qu'elle soit au moins connectée pour avoir accès à Internet pour récupérer des packages. Il faut. Et enfin, on a notre ID, on a l'ID du clone qui va récupérer de notre template sur lequel il va se baser. Est-ce qu'il va faire une copie parfaite? Oui. Donc, le full legal true. Donc, ça, c'est juste les paramètres qu'il faut préciser. Donc, pour ceux qui ont déjà eu à jouer avec Terraform, ils remarquent juste qu'ici, on n'a pas besoin, on a plus précisé, par exemple, la version d'Ubuntu qu'on va déployer. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on a un clone présent là et on va se baser sur ce clone. C'est tout. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, moi j'ai une question. En fait, concernant comment dire, l'adressage IP, je suppose que comment ça se fait côté adressage IP? Ça s'est fait avant ou bien après, ou bien du moins, puisque vu le fait que il y a un template qui a été généré avant, donc du coup, à la volée, comment ça s'est fait l'adressage IP, ou bien c'est pendant, comment dire, le processus Terraform? Donc, pour moi, le mode d'adressage, vu que ça sera propre à chaque VM, c'est vraiment lors du lancement lors de la création de notre VM. On va lui dire quels sont les paramètres qu'elle doit prendre. Dans notre cas, c'est ce qu'on a précisé ici au sens Terraform pour dire l'adressage, à chaque fois, il va récupérer une adresse IP dans la plage que VMBR0 met à disposition, tout simplement. Ok, C'est bon? ouais, c'est bon. J'avais une autre question ou une remarque. C'est vu que le clone est fixé manuellement, est-ce qu'il faudrait pas aussi changer l'ID? Parce qu'on a changé l'ID du truc pour ne pas avoir la même erreur qu'on a eu tout à l'heure. Non, ça c'est. Oui, pour l'instant, je n'ai pas encore lancé la création. Pour l'instant, Oui, je présentais, ouais. Donc, ça, on va changer là pour lancer la création de notre VM. Donc, oui, pour la création de notre VM, comme tu as remarqué, Jules, on va aller changer cette valeur-ci. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais générer, ou bien je vais modifier ce Terraform. Bon, le modifier, il va détruire l'ancien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce répertoire et essayer de créer une nouvelle entité. Bon, on va le faire ensemble. Donc, comme on l'a fait avec Packer. Donc, ici, côté Packer, il dit tout est bon. Il a créé la VM, il a starté, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a pu se connecter. Il a provisionné le shell script qu'il fallait. Il a créé notre template, il a stoppé, il a converti la VM en template. Et dès que c'est bon, il a ajouté la configuration Cloud Unit CD-ROM comme il fallait. Et il a libéré notre VM à la fin. Donc, ceci a pris pratiquement 10 minutes. Donc, si on a un serveur plus puissant, si on a un truc plus puissant, on crée une VM plus puissante avec les ressources qui vont bien, pour moi, c'est une opération qu'on peut faire quasiment en 6 minutes, voire 4 minutes. Alors, on sait que et derrière, ce template peut être utilisé rapidement pour créer 20-30 instances. Donc, ça qui rend vraiment l'outil très intéressant. Donc, c'est quoi le rendu côté portal? C'est quoi le rendu? Parce que ça fait partie du plus important. On a appelé notre truc ici, comme ça, 11.05. On a dit, la note qu'on a définie, c'était du Ubuntu serveur 22.04 qui était généré aujourd'hui, qui était généré là à 9h51 minutes. Bon, on n'a pas forcément le même temps. 22, voilà. Donc, ça, c'est lui-là, les différentes options qui ont été passées. Il va se baser sur le kernel. On peut rajouter des trucs USB en dur. Et là, il y a d'autres opérations qui peuvent être effectuées. Côté Cloud Unit, on a ajouté l'IP. Ici, l'upgrade des paquets, ça, c'est à yes par défaut. Donc, à chaque fois que Cloud Unit va se lancer, il va récupérer la dernière version. Donc, pour regarder parfaitement tout ça, vu qu'on a décidé de tout stocker dans le template, on parlait dans le template, on se rend compte qu'on a notre QEMU là. Donc, soit on peut encore réaliser le clone d'un clone, ça manuellement, mais bon, ça ne nous intéresse pas. Donc, si c'est bon pour la partie Packer pour tout le monde, on va passer maintenant à la partie Terraform. Ok, je n'ai pas de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas avant de passer à la partie Terraform. Donc, pour partir à la partie Terraform, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais simplement cloner ce fichier. Je vais appeler virtual machine. On va appeler virtual machine 2. Virtual machine score. Bon, score presse. Ok, là, on va utiliser virtual machine score. Presse. Ok. Donc, le snippet ici, c'est l'endroit où sera contenu
notre fichier user data, ça, il ne change pas. Le node, il ne change pas. Cette portion-ci, on peut la garder telle qu'elle. Ici, il est censé aller récupérer notre clé SSH privé perso à nous. Et là, par la suite, il va faire le changement de password. Le package, on va laisser Kemi Guest Agent. On peut rajouter même certains VIM, ça dépend, parce que là, c'est déjà la personnalisation qui sera propre à cette machine virtuelle. Donc, par exemple, si c'est de la prod, imaginons que ce soit de la prod, et que peut-être on a un package particulier qu'on veut rajouter, disons peut-être si c'est de l'EDR, genre Sentinel One ou bien CrowdStrike. On peut facilement faire le rajout là. Et il est à noter également que toute cette partie, ça peut être fait via du code Ansible. Parce que là, on a mis des éléments cloud config simples, mais une autre personne peut se servir des commandes Ansible où il va aller peut-être récupérer un projet et lancer l'exécution de ce projet toujours depuis son cloud config. Donc, ici, le nom de notre VM, ça va changer. On va l'appeler, appelons-la même presse ici. Tout à l'heure, qu'est-ce que l'image qu'on a déployée? C'était sur Ubuntu 22, je crois. Oui, donc ici, on va rester sur Ubuntu 22.04. La VM ID, appelons ça directement 110. En termes de CPU, on va laisser tel quel, VMBR0. Le disque, c'est bon. Maintenant, l'image, l'ID de l'image que l'on va utiliser. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, on avait créé une image avec un ID précis. Ici, dans notre cas, c'était quoi? C'était 11.05. Ici, on fera quoi? Ici, on va utiliser 11.05. Donc, dès que c'est bon, on va faire encore, on va essayer de lancer notre init. Terraform init. Ah oui, il veut des noms différents à tout prix. Ouais, donc, ici, il veut des noms différents, forcément, parce que sinon, ça ne marche plus. Donc, ici, on va changer tous nos entêtes là, parce que lui, il ne kiffe pas que ce soit carrément identique. Donc, la ressource, cette ressource, elle peut changer de nom tout simplement. On va l'appeler presse. C'est juste presse 0. Ici, exemple VM, presse VM. Presse VM. Pareil là. On va venir ici. On n'a rajouté pas user data cloud config. User data cloud config. On a ajouté underscore presse. Ok, donc le user data config, il est propre, il est personnel. Et est-ce que pour les autres options, on est bon? On va voir ça tout de suite. Ok, c'est parfait. Donc, maintenant, si on fait, bon, moi, en général, ce que je fais directement le apply. Je n'ai pas tendance trop à faire du plan. Pourquoi? Parce que le plan, il va ressortir déjà ce que le apply te sort. Donc, en gros, si on veut reprendre tout ce qu'il va faire, il va essayer de créer notre VM, il va essayer de charger cette configuration sur la partie cloud config. Donc, voilà les datas qu'il est censé charger. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque sur notre EOT. Bon, je ne sais pas, ça va. Là, il a bien récupéré ma clé perso SSH. Donc, ici, le paquet qu'il va installer par la suite encore, c'est Kemi Agent. Le nom du file, c'est ça. Et maintenant, plus bas, ici, notre VM, il dit la MAC adresse, ça sera connu après. Le keyboard, c'est ENUS. Donc, on est parti sur un clavier anglais. Les tags, c'est Terraform 2204 Terraform. Donc, pour l'instant, tout est parfait. On va juste lancer l'installation. Ça prend un certain temps aussi. Donc, vu que ça prend un certain temps, je ne sais pas s'il y a aussi des questions. Et déjà, côté portal, voilà ce qu'on a aussi. Donc, ce qu'il va faire, il a lancé la création de notre VM qu'on a appelé 110. Donc, je fais console, vous allez voir pour l'instant, oui, oui, je voulais revenir sur la question du patch que quelqu'un posait tout à l'heure.
Si on est par exemple en environnement de prod, ça suppose qu'on a des applications qui sont déjà installées sur nos serveurs et qui tournent. Oui. Comment est-ce qu'on fait les patchs de sécurité? Est-ce que réellement on réinstalle la VM et tous les applicatifs au-dessus ou est-ce qu'il y a un autre moyen de le faire plus simple? Oui, il y a d'autres manières de faire plus simple. Déjà, dans un premier temps, lorsque la VM est déjà installée, nous, ce qu'on fait, on ne détruit pas la VM qui est déjà présente. Nuance qu'on a fait pour nous, c'est qu'on crée un mécanisme de patching qui va nous permettre de publier des templates, de recréer un template plusieurs fois dans le cas où on veut récupérer toujours les mises à jour de sécurité. Ça, c'est le template qu'on peut créer, on peut recréer. Le template, c'est comme on a dit, c'est le squelette ou bien une image de base qui est stockée quelque part. Maintenant, lorsque notre VM est déjà en production, on a des mécanismes aujourd'hui, par exemple, avec on attend des updates qui peut permettre de récupérer à chaque fois tout ce qui est mis à jour de sécurité. On a d'autres outils aujourd'hui, tels que Patchmon, qui peuvent fournir des éléments pour pouvoir avoir des versions et les corriger parfaitement. Donc, on a d'autres outils aussi, peut-être même ton IDE qui est présent sur ton serveur, comment on appelle ça? Oui, comment on appelle encore? Ton EDR, autant pour moi, ton EDR qui peut être installé sur ta machine de production, qui peut te fournir des éléments quant au possible patching ou bien quant aux éléments, quant aux failles de sécurité à corriger. Mais non, on ne redétruit pas ou on ne reconstruit pas pour nous un environnement de prod qui est déjà là, mais on reconstruit une image qu'on a faite pour la production. D'accord, c'est top. Merci. Donc, oui, d'autres questions? Donc, comme je disais, il y a un autre outil, l'autre outil qui permet de gérer tout ce qui est mise à jour de sécurité là. Donc, ici, certainement, on le pousse encore, vu que pour l'instant, il est encore open source, s'il est pas mal. C'est à peu près ça. Donc, on peut le déployer sur des VM on-prem ou côté cloud. Donc, ce qui va te fournir un bon dashboard comme ça par rapport au truc de sécurité. Donc, tu sais ce qu'il faut patcher, tu sais tes machines qui sont potentiellement vulnérables parce que lui aussi va aller interroger les différents serveurs qui existent. Donc, Red Hat, eux, en leur sein, ils possèdent déjà un outil comme ça qui est appelé via satellite, qui peut permettre de patcher tout ce qui est Red Hat, mais maintenant, pour les autres environnements tels que Ubuntu, soit utiliser un attended upgrade qui ne fournit pas une interface comme ça pour pouvoir savoir ce qu'il faut patcher ou bien pour pouvoir voir les failles de sécurité fournies. Soit vraiment c'est utilisé pas Patchmon, mais il existe deux autres outils similaires. Mais le seul que je connais qui soit gratuit et fiable pour moi, que j'ai eu à tester, c'est lui. Si je reviens encore sur notre fameuse interface. Là, on voit que notre VM ici, la création est terminée. Donc, si je rentre sur la partie Terraform, là, il nous dit, ouais, c'est bon. Là, ça, c'est juste un warning. The existing file to say has been overwritten by the resource. Oui, c'est bon. S'il a overwritten, il n'y a pas de problème. Dans Which Postmox, tout ça, des files, ouais. OK. Donc, ce que je vais donc faire, c'est que j'essaie de me loguer. SSH, il faut que je récupère son IP. Son IP, c'est quoi? Son IP, si je viens ici si je viens dans Hardware. Donc, Hardware, c'est donc quoi que j'ai son IP déjà? Par défaut, lorsqu'on est connecté à une VM, on peut avoir son IP. À Somalie, je crois. À Somalie. À Somalie, j'ai l'IP de ma VM ici. Non, 1.166. OK. Slash. Base. On a dit c'était quoi? 93 ou 73? Allô? Yes. Et là, je précise juste mon tracker. Et là, je suis connecté tout simplement à ma nouvelle instance que je viens de créer. Je fais un LSML, un IPA. Si je fais maintenant uptime,
Ok, donc Octane, c'est pour dire c'est une machine qui vient, elle est off depuis des minutes. Donc c'est bel et bien notre VM que nous venons de mettre, de créer. Donc, on peut dire c'est du CQFD qu'il fallait démontrer. Donc la démo 1, elle consistait ici à présenter le code HR de Packer, à lancer la création d'une image ou d'un template. Ça, c'est ce qu'on a fait. La démo 2, elle consistait à présenter les différents blocs de code de Terraform et ensuite à lancer la création d'une VM sur Postgres. Ça également, c'est ce qu'on a fait. Donc, Packer prépare, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Packer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va préparer l'image, Terraform, il va faire le déploiement. Donc, la solution idéale pour les environnements, c'est une solution vraiment très idéale, très judicieuse pour les environnements virtualisés automatisés. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, on peut greffer encore une chaîne CICD à tout ça, de telle sorte que lorsqu'on fait une modification d'un environnement particulier, il va aller faire le déploiement et on n'aura plus d'action manuelle à faire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christus. Oui, il m'a semblé que pendant la construction du template, il y avait un cloud init et pendant l'installation, il y avait un second cloud init. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Je sais que ça permet de personnaliser l'image, mais qu'est-ce qu'on personnaliserait pendant le build qu'on ne va pas personnaliser pendant l'installation? Ou je sais pas, comment est-ce qu'on gère les préférences là? D'accord. Maintenant, le premier Cloud Init, il faut savoir que lorsqu'on build l'image, ce qu'on fait quand même, c'est qu'on crée de base une VM. Maintenant, en créant une VM, c'est qu'on peut décider de rajouter on peut déjà décider de rajouter certains éléments propres à notre template là. Donc, ça peut être quoi? Comme je dis, ça peut être l'EDR, ça peut être un EDR, ça peut être même l'ajout d'une autorité de certification qui sera propre à notre image. Ça, c'est peut-être dans le build ou bien dans la création du template. Maintenant, dans l'installation, bien dans le déploiement d'une machine virtuelle, on peut avoir un second Cloud Init. Lui, ce qu'il va faire, ce qu'il va personnaliser maintenant la VM par rapport à nos besoins. Donc, par rapport à nos besoins, imaginons c'est une machine qui est faite, par exemple, pour du Volt. Là, on peut personnaliser en disant, bon, ce que nous, on veut, c'est qu'on veut directement rajouter l'installation de tout ce qui sera Volt ou bien de rajouter l'installation, disons, par exemple, de rajouter simplement le dépôt du binaire Volt. Ça, on peut rajouter dans un second Cloud Init. Ou encore dans le second Cloud Init, on peut dire, on va définir les utilisateurs qui seront utilisés que dans cette VM-là. Ou bien que pour ces VM-là. C'est à ce sens que le second Cloud Init intervient. Bon. D'accord, merci. Donc, ouais, donc, pour résumer, c'est que le premier Cloud Init, il est lancé lorsque notre image est créée. Ce qu'il va faire, c'est qu'il permet déjà d'avoir une première personnalisation standard. Standard, peut-être à tout, à notre template. Le deuxième, c'est que lorsqu'on a récupéré un template encore, c'est de personnaliser le template maintenant par rapport aux besoins de la VM que l'on veut créer. Ça peut être une VM qui va peut-être desservir que le web et on se dit peut-être qu'il y a des paquets qui sont à supprimer ou il y a des paquets qui sont à rajouter. Donc, le second Cloud Init va nous permettre d'avoir maintenant ce squelette-là. OK, donc, si c'est bon pour tout le monde, Oui, pour aller plus loin, on a toujours notre GitHub. Ouais. Donc, si vous voulez approfondir, le code source sera dispo là. Le Discord, notre Discord, il est toujours fonctionnel. Et les sites web, pour pouvoir avoir plus d'informations, comme la Postmox et la gestion de tout ce qui sera ressources Postmox via Terraform, on peut avoir ces registres-là. Oui, j'ai déjà partagé le lien Discord dans le groupe, ça marche. Donc, ce que je peux te dire en guise de fin, là, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à l'austérité du code et de Linux. Donc, persévérer pour progresser et intégrer tout ce processus dans une chaîne CICD, pour moi, je pense que ça sera peut-être l'un des points qu'on aura peut-être à développer, ou bien s'il y en a qui veulent travailler sur ce projet en aparté, donc via Discord, ils pourront poser des questions. Et ensemble, on verra comment faire une chaîne d'intégration et déploiement continu pour tout ça. Ouais. Oui, Cornel? Oui, merci déjà pour... Oui. Merci déjà pour la brillante présentation. Je vous assure que j'ai appris beaucoup de choses, ce qui m'a directement encouragé et motivé à créer mon compte dans Discord et puis accéder à la communauté. Je voudrais savoir si cette présentation sera partagée à tous les participants
puisque je suis arrivé en plein milieu là, je n'ai pas assisté, vu le début. Donc, le contexte, plus précisément, et l'introduction, je n'ai pas Oui, vu pour moi présenter cette partie-là. oui, un enregistrement a été fait. Donc, il y a notre compte, notre en fait, espace YouTube. Donc, on va le publier là-dessus et partager le lien dans Discord. Et déjà, le D'accord, lien, je pense que le lien est déjà partagé, si je ne me trompe pas. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons le partager dans Discord à nouveau. d'accord, merci beaucoup. Oui. Bon, donc peut-être on n'a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, je pense que S'il n'y on va a plus de questions, je ne sais pas, déjà, pour retour d'expérience, je peux ajouter quelque chose. Pour retour d'expérience, c'est ce qui est fait vraiment où je suis, c'est via comme le disait tout à l'heure Suzanne, c'est via un pipeline CI/CD avec GitLab. Donc, on construit les templates VM pour VMware précisément et avec du couplé en Ansible, donc pour provisionner du moins installer certains packages de base et faire aussi du hardening pour les exigences de sécurité. Donc, hardening et aussi le partitionnement LVM, tout ce qui va avec. Donc, voilà. Et on produit une image de base. C'est avec cette image de base que dans un autre pipeline, alors on utilise Terraform et on précise l'image de base qui est déjà stockée sur VMware. Et via Terraform, sur du GitLab, on fait du CI/CD, on provisionne nos VM jusqu'au niveau aussi des ouvertures de flux, puisque une fois que le data center est mis en place avec VMware, alors tout l'aspect réseau est déjà configuré. Même avec Terraform, on fait des ouvertures de flux. Donc voilà, tout est automatisé, pas besoin d'ouvrir les flux manuellement. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, je pense que on va se séparer là. On va se dire à samedi prochain pour un prochain thème. Ok, allez. Merci à tous. Merci à tous.